Histoire extraordinaire, écrite par Edgar Allan Poe, traduction par Charles Baudelaire, lu par Équilivre, livre audio. La lettre volée. Nil sapientiae odiosus acumin nimio. Sénèque. J'étais à Paris en 1800. Après une sombre et orageuse soirée d'automne, je jouissais de la double volupté de la méditation et d'une pipe d'écume de mer en compagnie de mon ami Dupin, dans sa petite bibliothèque ou cabinet d'études, rue Duno, numéro 33, au 3e, Faubourg Saint-Germain. Pendant une bonne heure, nous avons gardé le silence. Chacun de nous, pour le premier observateur venu, aurait paru profondément et exclusivement occupé des tourbillons frisés de fumée qui chargeaient l'atmosphère de la chambre. Pour mon compte, je discutais en moi-même certains points qui avaient été dans la première partie de la soirée l'objet de notre conversation. Je veux parler de l'affaire de la rue Morgue et du mystère relatif à l'assassinat de Marie Roger. Je rêvais donc à l'espèce d'analogie qui reliait ces deux affaires, quand la porte de notre appartement s'ouvrit et donna passage à notre vieille connaissance, à Monsieur G., le préfet de police de Paris. Nous lui souhaitâmes cordialement la bienvenue, car l'homme avait son côté charmant comme son côté méprisable, et nous ne l'avions pas vu depuis quelques années. Comme nous étions assis dans les ténèbres, Dupin se leva pour allumer une lampe, mais il se rassit et n'en fit rien. En entendant G. dire qu'il était venu pour nous consulter, ou plutôt pour demander l'opinion de mon ami relativement à une affaire qui lui avait causé une masse d'embarras. Si c'est un cas qui demande de la réflexion, observa Dupin, s'abstenant d'allumer la mèche, nous l'examinerons plus convenablement dans les ténèbres. Voilà encore une de vos idées bizarres, dit le préfet, qui avait la manie d'appeler bizarres toutes les choses situées au-delà de sa compréhension, et qui vivait ainsi au milieu d'une immense légion de bizarreries. C'est ma foi vrai, dit Dupin, en présentant une pipe à notre visiteur, et roulant vers lui un excellent fauteuil. Et maintenant, quel est le cas embarrassant? Demandai-je. J'espère bien que ce n'est pas encore dans le genre assassinat. Oh non, rien de pareil. Le fait est que l'affaire est vraiment très simple, et je ne doute pas que nous ne puissions nous en tirer fort bien nous-mêmes. Mais j'ai pensé que Dupin ne serait pas fâché d'apprendre les détails de cette affaire, parce qu'elle est excessivement bizarre. Simple et bizarre, dit Dupin. Mais oui, et cette expression n'est pourtant pas exacte, l'un ou l'autre, si vous aimez mieux. Le fait est que nous avons été tous là-bas fortement embarrassés par cette affaire, car toute simple qu'elle est, elle nous déroute complètement. Peut-être est-ce la simplicité même de la chose qui vous induit en erreur, dit mon ami. Quel non-sens nous dites-vous là, répliqua le préfet en riant de bon cœur. Peut-être le mystère est-il un peu trop clair, dit Dupin. Ô bonté du ciel, qui n'a jamais ouï parler d'une idée pareille? Un peu trop évident. Ha ha, ha ha, ho ho, criait notre hôte, qui se divertissait profondément. Ô Dupin, vous me ferez mourir de joie, voyez-vous? Et enfin, demandai-je, quelle est la chose en question? Mais je vous la dirai, répliqua le préfet, en lâchant une longue, solide et contemplative bouffée de fumée et s'établissant dans son fauteuil. Je vous la dirai en peu de mots. Mais avant de commencer, laissez-moi vous avertir que c'est une affaire qui demande le plus grand secret, et que je perdrai très probablement le poste que j'occupe, si l'on savait que je l'ai confié à qui que ce soit. Commencez, dis-je. Ou ne commencez pas, dit Dupin. C'est bien, je commence. J'ai été informé personnellement et entré au lieu qu'un certain document de la plus grande importance avait été soustrait dans les appartements royaux. On sait quel est l'individu qui l'a volé, cela est hors de doute. On l'a vu s'en emparer. On sait aussi que ce document est toujours en sa possession. Comment sait-on cela? Demanda Dupin. Cela est clairement déduit de la nature du document, et de la non-apparition de certains résultats qui surgiraient immédiatement s'il sortait des mains du voleur. En d'autres termes, s'il était employé en vue du but que celui-ci doit évidemment se proposer. Veuillez être un peu plus clair, dis-je. Eh bien, j'irai jusqu'à vous dire que ce papier confère à son détenteur un certain pouvoir dans un certain lieu, où ce pouvoir est d'une valeur inappréciable. Le préfet raffolait du cant diplomatique.
Je continue à ne rien comprendre, dit Dupin. Rien vraiment, allons. Ce document révélé à un troisième personnage, dont je tairai le nom, mettrait en question l'honneur d'une personne du plus haut rang. Et voilà ce qui donne au détenteur du document un ascendant sur l'illustre personne dont l'honneur et la sécurité sont ainsi mis en péril. Mais cet ascendant, interrompis-je, dépend de ceci. Le voleur sait-il que la personne volée connaît son voleur? Qui oserait? Le voleur, dis-je, c'est D, qui ose tout ce qui est indigne d'un homme aussi bien que ce qui est digne de lui. Le procédé du vol a été aussi ingénieux que hardi. Le document en question, une lettre pour être franc, a été reçu par la personne volée pendant qu'elle était seule dans le boudoir royal. Pendant qu'elle le lisait, elle fut soudainement interrompue par l'entrée de l'illustre personnage à qui elle désirait particulièrement le cacher. Après avoir essayé en vain de le jeter rapidement dans un tiroir, elle fut obligée de le déposer tout ouvert sur une table. La lettre, toutefois, était retournée. La suscription en dessus et le contenu étant ainsi cachés, elle n'attira pas l'attention. Sur ces entrefaites arriva le ministre D. Son œil de lynx perçoit immédiatement le papier, reconnaît l'écriture de la suscription, remarque l'embarras de la personne à qui elle était adressée, et pénètre son secret. Après avoir traité quelque affaire, expédié tambour battant à sa manière habituelle, il tire de sa poche une lettre à peu près semblable à la lettre en question, l'ouvre, fait semblant de la lire, et la place juste à côté de l'autre. Il se remet à causer, pendant un quart d'heure environ, des affaires publiques. À la longue, il prend congé, et met la main sur la lettre à laquelle il n'a aucun droit. La personne volée le vit, mais naturellement n'osa pas attirer l'attention sur ce fait, en présence du troisième personnage qui était à son côté. Le ministre décampa, laissant sur la table sa propre lettre, une lettre sans importance. Ainsi, dit Dupin en se tournant à moitié vers moi, voilà précisément le cas demandé pour rendre l'ascendant complet. Le voleur sait que la personne volée connaît son voleur. Oui, répliqua le préfet, et depuis quelques mois il a été largement usé dans un but politique de l'empire conquis par ce stratagème, et jusqu'à un point fort dangereux. La personne volée est de jour en jour plus convaincue de la nécessité de retirer sa lettre, mais naturellement cela ne peut pas se faire ouvertement. Enfin, poussée au désespoir, elle m'a chargé de la commission. Il n'était pas possible, je suppose, dit Dupin dans une auréole de fumée, de choisir ou même d'imaginer un agent plus sagace. Vous me flattez, répliqua le préfet, mais il est bien possible qu'on ait conçu de moi quelque opinion de ce genre. Il est clair, dis-je, comme vous l'avez remarqué, que la lettre est toujours entre les mains du ministre, puisque c'est le fait de sa possession et non l'usage de la lettre qui crée l'ascendant. Avec l'usage, l'ascendant s'évanouit. C'est vrai, dis-je, et c'est d'après cette conviction que j'ai marché. Mon premier soin a été de faire une recherche minutieuse à l'hôtel du ministre, et là mon principal embarras fut de chercher à son insu. Par-dessus tout, j'étais en garde contre le danger qu'il y aurait à lui donner un motif de soupçonner notre dessein. Mais, dis-je, vous êtes tout à fait à votre affaire dans ces espèces d'investigations. La police parisienne a pratiqué la chose plus d'une fois. Oh, sans doute, et c'est pourquoi j'avais bonne espérance. Les habitudes du ministre me donnaient d'ailleurs un grand avantage. Il est souvent absent de chez lui toute la nuit. Ses domestiques ne sont pas nombreux. Ils couchent à une certaine distance de l'appartement de leur maître, et comme ils sont napolitains avant tout, ils mettent de la bonne volonté à se laisser enivrer. J'ai, comme vous savez, les clés avec lesquelles je puis ouvrir toutes les chambres et tous les cabinets de Paris. Pendant 3 mois, il ne s'est pas passé une nuit dont je n'ai employé la plus grande partie à fouiller en personne l'hôtel D. Mon honneur y est intéressé, et pour vous confier un grand secret, la récompense est énorme. Aussi, je n'ai abandonné les recherches que lorsque j'ai été pleinement convaincu que le voleur était encore plus fin que moi. Je crois que j'ai scruté tous les coins et recoins de la maison dans lesquels il était possible de cacher un papier. Mais ne serait-il pas possible, insinuai-je, que bien que la lettre fût au pouvoir du ministre, elle y est indubitablement, il l'eût cachée ailleurs que dans sa propre maison. Cela n'est guère possible, dit Dupin. La situation particulière, actuelle, des affaires de la cour, spécialement la nature de l'intrigue dans laquelle D a pénétré,
comme on sait, font de l'efficacité immédiate du document, de la possibilité de le produire à la minute, un point d'une importance presque égale à sa possession. La possibilité de le produire, dis-je? Ou si vous aimez mieux, de l'annihiler, dit Dupin. C'est vrai, remarquai-je. Le papier est donc évidemment dans l'hôtel. Quant au cas où il serait sur la personne même du ministre, nous le considérons comme tout à fait hors de question. Absolument, dit le préfet. Je l'ai fait arrêter 2 fois par de faux voleurs, et sa personne a été scrupuleusement fouillée sous mes propres yeux. Vous auriez pu vous épargner cette peine, dit Dupin. D n'est pas absolument fou, je présume. Et dès lors, il a dû prévoir ces guet-apens comme chose naturelle. Pas absolument fou, c'est vrai, dit G. Toutefois, c'est un poète, ce qui, je crois, n'en est pas fort éloigné. C'est vrai, dit Dupin, après avoir longuement et pensivement poussé la fumée de sa pipe d'écume, bien que je me sois rendu moi-même coupable de certaines rhapsodies. Voyons, dis-je, racontez-nous les détails précis de votre recherche. Le fait est que nous avons pris notre temps, et que nous avons cherché partout. J'ai une vieille expérience de ces sortes d'affaires. Nous avons entrepris la maison de chambre en chambre. Nous avons consacré à chacune l'ennemi de toute une semaine. Nous avons d'abord examiné les meubles de chaque appartement. Nous avons ouvert tous les tiroirs possibles. Et je présume que vous n'ignorez pas que pour un agent de police bien dressé, un tiroir secret est une chose qui n'existe pas. Tout homme qui, dans une perquisition de cette nature, permet à un tiroir secret de lui échapper est une brute. La besogne est si facile. Il y a dans chaque pièce une certaine quantité de volume et de surface dont on peut se rendre compte. Nous avons pour cela des règles exactes. La 5e partie d'une ligne ne peut pas nous échapper. Après les chambres, nous avons pris les sièges. Les coussins ont été sondés avec ces longues et fines aiguilles que vous m'avez vu employer. Nous avons enlevé les tissus des tables. Et pourquoi? Quelquefois, le dessus d'une table ou de toute autre pièce d'ameublement analogue est enlevé par une personne qui désire cacher quelque chose. Elle creuse le pied de la table, l'objet est déposé dans la cavité et le dessus replacé. On se sert de la même manière des montants d'un lit. Mais ne pourrait-on pas deviner la cavité par auscultation, demandai-je? Pas le moins du monde si en déposant l'objet on a eu soin de l'entourer d'une bourre de coton suffisante. D'ailleurs, dans notre cas, nous étions obligés de procéder sans bruit. Mais vous n'avez pas pu défaire, vous n'avez pas pu démonter toutes les pièces d'ameublement dans lesquelles on aurait pu cacher un dépôt de la façon dont vous parlez. Une lettre peut être roulée en une spirale très mince, ressemblant beaucoup par sa forme et son volume à une grosse aiguille à tricoter, et être ainsi insérée dans un bâton de chaise, par exemple. Avez-vous démonté toutes les chaises? Non, certainement, mais nous avons fait mieux. Nous avons examiné les bâtons de toutes les chaises de l'hôtel, et même les jointures de toutes les pièces de l'ameublement, et à l'aide d'un puissant microscope. S'il y avait eu la moindre trace d'un désordre récent, nous l'aurions infailliblement découvert à l'instant. Un seul grain de poussière causé par la vrille, par exemple, nous aurait sauté aux yeux comme une pomme. La moindre altération dans la colle, un simple bâillement dans les jointures, aurait suffi pour nous révéler la cachette. Je présume que vous avez examiné les glaces entre la glace et le planchéiage, et que vous avez fouillé les lits et les courtines des lits aussi bien que les rideaux et les tapis. Naturellement, et quand nous eûmes absolument passé en revue tous les articles de ce genre, nous avons examiné la maison elle-même. Nous avons divisé la totalité de sa surface en compartiments, que nous avons numérotés pour être sûrs de n'en omettre aucun. Nous avons fait de chaque pouce carré l'objet d'un nouvel examen au microscope, et nous y avons compris les 2 maisons adjacentes. Les 2 maisons adjacentes, m'écriai-je, mais vous avez dû vous donner bien du mal. Oui, ma foi, mais la récompense offerte est énorme. Dans les maisons, comprenez-vous le sol? Le sol est partout pavé de briques. Comparativement, cela ne nous a pas donné grand mal. Nous avons examiné la mousse entre les briques, elle était intacte. Vous avez sans doute visité les papiers de D et les livres de la bibliothèque? Certainement, nous avons ouvert chaque paquet et chaque article. Nous n'avons pas seulement ouvert les livres, mais nous les avons parcourus feuillet par feuillet. Nous ne nous contentons pas de les secouer simplement comme font plusieurs de nos officiers de police. Nous avons aussi mesuré l'épaisseur de chaque reliure avec la plus exacte minutie,
et nous avons appliqué à chacune la curiosité jalouse du microscope. Si l'on avait récemment inséré quelque chose dans une des reliures, il eût été absolument impossible que le fait échappât à notre observation. 5 ou 6 volumes qui sortaient des mains du relieur ont été soigneusement sondés, longitudinalement avec les aiguilles. Vous avez exploré les parquets sous les tapis? Sans doute. Nous avons enlevé chaque tapis et nous avons examiné les planches au microscope. Et les papiers du mur? Aussi. Vous avez visité les caves? Nous avons visité les caves. Ainsi, dis-je, vous avez fait fausse route. Et la lettre n'est pas dans l'hôtel, comme vous le supposiez. Je crains que vous n'ayez raison, dit le préfet. Et vous maintenant, Dupin, que me conseillez-vous de faire? Faire une perquisition complète. C'est absolument inutile, répliqua G. Aussi sûr que je vis, la lettre n'est pas dans l'hôtel. Je n'ai pas de meilleur conseil à vous donner, dit Dupin. Vous avez sans doute un signalement exact de la lettre. Oh oui, et ici. Le préfet, tirant un agenda, se mit à nous lire à haute voix une description minutieuse du document perdu, de son aspect intérieur et spécialement de l'extérieur. Peu de temps après avoir fini la lecture de cette description, cet excellent homme prit congé de nous plus accablé et l'esprit plus complètement découragé que je ne l'avais vu jusqu'alors. Environ un mois après, il nous fit une seconde visite et nous trouva occupés à peu près de la même façon. Il prit une pipe et un siège et causa de choses et d'autres. À la longue, je lui dis « Eh bien, Méger, et votre lettre volée? Je présume qu'à la fin, vous vous êtes résigné à comprendre que ce n'est pas une petite besogne que d'enfoncer le ministre. Que le diable l'emporte, j'ai pourtant recommencé cette perquisition, comme Dupin me l'avait conseillé. Mais comme je m'en doutais, ça a été peine perdue. De combien est la récompense offerte? Vous nous avez dit, demanda Dupin. Mais elle est très forte, une récompense vraiment magnifique. Je ne veux pas vous dire au juste combien, mais une chose que je vous dirai, c'est que je m'engagerai bien à payer de ma bourse 50 000 francs à celui qui pourrait me trouver cette lettre. Le fait est que la chose devient de jour en jour plus urgente, et la récompense a été doublée récemment. Mais en vérité, on la triplerait, que je ne pourrais faire mon devoir mieux que je l'ai fait. Mais oui, dit Dupin, entraînant ses paroles au milieu des bouffées de sa pipe, je crois réellement, que vous n'avez pas fait tout votre possible. Vous n'êtes pas allé au fond de la question. Vous pourriez faire un peu plus, je pense, du moins, hein? Comment, dans quel sens? Mais une bouffée de fumée. Vous pourriez bouffer sur bouffée, prendre conseil en cette matière, hein? 3 bouffées de fumée. Vous rappelez-vous l'histoire qu'on raconte d'Abernethy? Non, au diable votre Abernethy. Assurément au diable, si cela vous amuse. Or donc, une fois, un certain riche, fort avare, conçut le dessein de soutirer à Abernethy une consultation médicale. Dans ce but, il entama avec lui, au milieu d'une société, une conversation ordinaire, à travers laquelle il insinua au médecin son propre cas, comme celui d'un individu imaginaire. Nous supposerons, dit l'avare, que les symptômes sont tels et tels. Maintenant, docteur, que lui conseilleriez-vous de prendre? Que prendre? Dit Abernethy, mais prendre conseil à coup sûr. Mais, dit le préfet un peu décontenancé, je suis tout disposé à prendre conseil et à payer pour cela. Je donnerai vraiment 50 000 francs à quiconque me tirerait d'affaire. Dans ce cas, répliqua Dupin, ouvrant un tiroir et tirant un livre de mandat, vous pouvez aussi bien me faire un bon pour la somme susdite. Quand vous l'aurez signé, je vous remettrai votre lettre. Je fus stupéfié. Quant au préfet, il semblait absolument foudroyé. Pendant quelques minutes, il resta muet et immobile, regardant mon ami, la bouche béante, avec un air incrédule et des yeux qui semblaient lui sortir de la tête. Enfin, il parut revenir un peu à lui. Il saisit une plume, et après quelques hésitations, le regard ébahi et vide, il remplit et signa un bon de 50 000 francs, et le tendit à Dupin par-dessus la table. Ce dernier l'examina soigneusement, et le serra dans son portefeuille. Puis, ouvrant un pupitre, il en tira une lettre et la donna au préfet. Notre fonctionnaire l'agrippa dans une parfaite agonie de joie, l'ouvrit d'une main tremblante et jeta un coup d'œil sur son contenu. Puis, attrapant précipitamment la porte, se rua sans plus de cérémonie hors de la chambre et de la maison,
sans avoir prononcé une syllabe depuis le moment où Dupin l'avait prié de remplir le mandat. Quand il fut parti, mon ami entra dans quelques explications. La police parisienne, dit-il, est excessivement habile dans son métier. Les agents sont persévérants, ingénieux, rusés, et possèdent à fond toutes les connaissances que requiert spécialement leur fonction. Aussi, quand G nous détaillait son mode de perquisition dans l'hôtel D, j'avais une entière confiance dans ses talents, et j'étais sûr qu'il avait fait une investigation pleinement suffisante, dans le cercle de sa spécialité. Dans le cercle de sa spécialité, dis-je? Oui, dit Dupin. Les mesures adoptées n'étaient pas seulement les meilleures dans l'espèce, elles furent aussi poussées à une absolue perfection. Si la lettre avait été cachée dans le rayon de leur investigation, ces gaillards l'auraient trouvée. Cela ne fait pas pour moi l'ombre d'un doute. Je me contentai de rire, mais Dupin semblait avoir dit cela fort sérieusement. Donc les mesures, continua-t-il, étaient bonnes dans l'espèce, et admirablement exécutées. Elles avaient pour défaut d'être inapplicables au cas et à l'homme en question. Il y a tout un ordre de moyens singulièrement ingénieux, qui sont pour le préfet une sorte de lit de Procuste, sur lequel il adapte et garrotte tous ses plans, mais il erre sans cesse par trop de profondeur ou par trop de superficialité, pour le cas en question, et plus d'un écolier raisonnerait mieux que lui.